Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1 en ce mardi 7 septembre. Dans les titres du 20h, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie établies depuis 1965 se raffermissent au fil des ans. De nombreux secteurs sont concernés. Ils ont été passés en revue ce matin lors de la rencontre accordée à l'ambassadeur tunisien en fin de mission en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. 140 caméras de surveillance et radars sont opérationnelles dans le district d'Abidjan. La lutte contre l'incivisme entre ainsi dans une nouvelle phase. La vidéo-verbalisation a démarré aujourd'hui et pas moins de 6000 infractions ont été notifiées par SMS aux conducteurs. Le gouvernement ivoirien, le Haut Commissariat pour les réfugiés et les représentants des pays d'asile ont signé ce matin la déclaration de cessation du statut de réfugié des Ivoiriens à l'étranger. Cette décision prend effet à partir du 30 juin 2022. Et puis la situation au Mali qui préoccupe la CEDEAO, une mission sur place a conclu à l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation du processus électoral de 2022 qui reste décisif pour la normalisation dans le pays. Bienvenue, bonsoir à tous. L'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire est en fin de mission et comme le veut la tradition, il est allé faire ses adieux ce lundi au président Alassane Ouattara. L'occasion a été mise à profit pour évoquer l'état des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Mahama Traoré. Il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, de ce pays qu'il a connu comme ambassadeur plénipotentiaire de la République de Tunisie. Mohamed Naoufil Labidi fait cet aveu. La Côte d'Ivoire est un pays proche, il est dans nos cœurs. Parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous, les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Cette histoire d'amour s'est tissée durant 4 ans et 8 mois, le temps qu'a duré la mission du diplomate tunisien en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle les relations entre les deux pays se sont accentuées dans divers domaines, comme il l'a signifié ce mardi au président Alassane Ouattara lors d'une audience. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016. Fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. Profitant de cet entretien, Mohamed Naoufil Labidi a transmis au chef de l'État une invitation de son homologue tunisien à effectuer une visite officielle dans ce pays arabe d'Afrique du Nord. Visite qui permettra de redynamiser les relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1965. C'est signé et ce sera effectif à compter du 30 juin 2022. Les 51 000 Ivoiriens encore dans des pays d'asile ne vont plus bénéficier de la protection internationale due au statut de réfugié. Ce statut de réfugié ivoirien n'existera plus. Le statut de réfugié ivoirien prend fin le 30 juin 2022. Après 48 heures de réflexion dans la capitale ivoirienne, le gouvernement, les représentants des pays d'asile des réfugiés ivoiriens et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ont tous signé une déclaration conjointe sur la cessation du statut de réfugié. Un Ivoirien qui se trouve au Ghana peut demander à y résider. Un Ivoirien qui se trouve au Libéria peut demander à y résider et continuer d'y résider. Il y a des gens qui souhaiteront rester, qui ont pu établir un business, qui ont pu s'installer et qui souhaitent rester. La plupart des pays d'asile, des gouvernements des pays d'asile étaient présents et ils sont d'accord. Leur analyse aussi est que ça peut être fait et eux vont commencer à la mettre en œuvre à partir de janvier de l'année prochaine et la date butoir c'est juin 2022. Dans quelques semaines, l'annonce officielle sera faite à Genève en Suisse et ce sera à l'occasion de la 72e session du comité exécutif du HCR.
Pour optimiser le retour volontaire des réfugiés, les recommandations de cette rencontre régionale seront prises en compte selon la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux de groupe. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration d'un plan de travail commun conduisant à la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, ouvrant la voie à la délivrance de documents d'état civil à ceux désireux de s'établir dans leur pays d'asile et de titres de séjour aux citoyens ivoiriens répondant aux critères légaux de résidence dans les pays d'asile. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien. Des représentants du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo ont pris part à cette rencontre. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, 276 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire. Il reste à ce jour environ 51 000 réfugiés ivoiriens. Et la délégation togolaise qui est à Abidjan dans le cadre de cette réunion régionale sur la feuille de route pour la recherche de solutions durables aux réfugiés ivoiriens dans les pays voisins. Le ministre togolais de la Femme et de l'Action sociale a été reçu par son homologue ivoirien, Nassedeba Touré, dans ce contexte particulier afin d'évoquer la question de la femme. Il était donc question de la promotion de la femme, du partage d'expériences entre les deux pays lors des échanges. Faciliter les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires commerciaux en Europe, c'est tout le sens des 3 projets de loi économiques qui ont été présentés au Sénat par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. La Commission des affaires économiques et financières les a adoptés à l'unanimité. Kader Sogodogo. L'ordonnance portant mise en œuvre de la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de l'accord de développement du projet des zones économiques industrielles à Abidjan, Fès-Késédougou et San Pedro. L'ordonnance portant mise en œuvre des premières et deuxième phases du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Tels sont les 3 projets de loi à ratifier présentés par le président de la République à travers son émissaire, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, au sénateur Aya Moussoukro. Ici, il est bel et bien question d'ouvrir le marché ivoirien à de nombreux investisseurs. Et cela est de bonne guerre. C'est un accord qu'il était important de signer pour préserver en tout cas nos parts de marché au niveau de nos exportations. Et je pense que nous allons travailler à faire en sorte également que les entreprises locales puissent faire face à l'intensification de la concurrence qu'entraîne l'ouverture des marchés. Nous allons perdre de façon directe quelques ressources, mais en même temps, nous gagnons de facto d'autres ressources. Parce que si nous n'appliquons pas certains accords, certains droits de douane allaient être imposés sur nos produits. Et donc le fait de ne pas dépenser de l'argent pour cela, à la vérité, c'est un gain. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, ont ratifié les 3 projets de loi. Dernière étape, la plénière, où l'ensemble des sénateurs auront l'occasion de se prononcer sur ces 3 projets de loi. Sécurité routière, 6000 vidéo-verbalisations ont été notifiées aux usagers de la route pour cette seule journée du 7 septembre. 236 véhicules qui ne respectent pas les normes en vigueur ont aussi été immobilisés. Nous sommes en plein dans la phase de répression de l'incivisme sur les routes depuis ce matin. Tanguy. Ces véhicules parqués dans un coin de la cité de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon sont tombés sous le coup d'une infraction au code de la route ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. De la commune d'Abobo à Trècheville, en passant par Adjamé, Cocody et Marcory, le préfet de police d'Abidjan a mobilisé ces éléments et a veillé à la bonne marche du dispositif de répression qui donne déjà des résultats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les plaques d'immatriculation. On a constaté que la plupart de nos transporteurs, ils ont les reçus
mais les plaques ne sont pas prêtes. Quand le préfet de police arrive au centre de gestion intégrée et de la mobilité urbaine de Trècheville, d'où partent les vidéo-verbalisations en début d'après-midi, plus de 6000 infractions au code de la route ont déjà été notifiées aux usagers. Un chiffre confirmé par le point de fin de tournée du préfet de police, ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. Nous avons enregistré 236 véhicules mis en fourrière, 127 motos, 29 tricycles. Donc, il nous fait un total de 392 engins mis en fourrière pour ce jour. Ce qu'il y a eu de constater et de retenir, c'est que beaucoup de véhicules ont garé pour défaut de pièces. Cela dénote aussi du civisme des populations ivoiriennes. La phase de la répression a bel et bien commencé et se poursuivra, assure Siaka Dosso. Toutes les forces de police sont sur la route pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Donc cela va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils gardent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services de ministère des Transports. Pour ce premier jour de la phase de répression, les infractions liées aux plaques d'immatriculation non conformes ou illisibles étaient les plus nombreuses. Et pour améliorer la fluidité routière, notamment dans la commune de Marcory, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a mis en place depuis le 6 août dernier un nouveau plan de circulation. Jean-Marc Djadji nous propose l'impact de ce nouveau schéma sur les usagers et les automobilistes de Marcory après un mois de fonctionnement. Sens interdit, ne pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Ces panneaux d'interdiction et de sens unique horaire sont visibles sur la rue de l'INJS et sur le boulevard du Gabon à Marcory. À divers endroits de la commune, ces nouveaux panneaux sont censés lutter contre les embouteillages et les accidents de circulation récurrents. Avec une hausse de plus de 13% d'accidents sur les routes à Abidjan, ce nouveau plan vient à point nommé pour certains usagers. Les nouveaux panneaux sens interdits qu'ils ont fait à Marcory ici, c'est très bon, ça nous a arrangé, ça a rendu encore la circulation encore plus dense. Vraiment, si ça peut continuer comme ça. Je pense que ça a permis de résoudre un tant soit peu les problèmes d'ici, parce qu'il y a trop de cafouillage ici. Alors maintenant, j'ai vu que la circulation est fluide. Ici, sous l'échangeur non loin du quartier Anoumabo, de longues files d'attente de véhicules sont souvent constatées aux heures de pointe, malgré la présence de ces panneaux. Transporteurs et autres automobilistes s'en plaignent. Il y a vraiment un ralentissement depuis le commissariat de 9e jusqu'au marché. Quelqu'un qui quitte là pour aller au marché peut taper facilement 1h30 minutes ou 30 minutes pour pouvoir arriver au marché. D'habitude, pour quitter le terminus ici, arriver au pont, à l'échangeur, facilement moins de 5 minutes. Aujourd'hui, il nous faut minimum 20 minutes. Bon, quand c'est les heures de pointe, là, ça va au-delà. Malgré le succès mitigé, ce projet reçoit l'approbation de la mairie de Marcory. Quand les gens de Cocody, par exemple, ils finissaient avec le péage qui prenait le pont, arrivé du côté de l'INJS, il y avait un embouteillage tous les matins du péage jusqu'à sur le pont de Gaulle. Parce qu'il y a une grande partie des populations, des habitants de Cocody, qui préfèrent passer par Marcory pour rejoindre leur poste plateau. C'est plus fluide que de l'autre côté. Alors cette fluidité-là, on a trouvé que ça ne suffisait pas. Ce n'était pas de la fluidité. Aujourd'hui, vous allez vous regarder, il n'y a plus d'embouteillage. Il n'y en a pas. Initiatrice du nouveau plan de circulation à Marcory, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, veille chaque jour au respect des mesures. Maintenant, ce qu'on voudrait vous demander, c'est qu'à l'avenir aussi, on puisse respecter ces mesures. Parce que sinon, voilà, c'est ça. Sinon, ça va créer plus de désagréments à tous les usagers. Après un mois de mise en œuvre du projet, l'AMUGA rassure les automobilistes. Nous constatons que sur la ligne de la voie 11, par exemple, les gens sortent des quartiers et vont très souvent en sens inverse. Ce qui a pour effet de créer plus de difficultés de circulation, notamment au carrefour Citidia, les soirs, tout cela. Et nous avons également des stationnements beaucoup plus importants juste après donc, le carrefour au niveau du marché et des personnes, des demi-tours qui se font à la descente du pont d'Anoumabo. Donc toutes ces questions-là créent effectivement des difficultés de dégagement les soirs.
Et ça, nous le comprenons et c'est ce que nous sommes en train de traiter. Les usagers de la route sont donc appelés au civisme. Mais nous disons également qu'ils doivent eux aussi respecter ce qui est mis en œuvre. Parce que l'incivisme accroît effectivement les bouchons et les congestions. Le gouvernement initie depuis des mois une campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière. Place est faite désormais à la phase de répression. À Bobo également, on travaille à fluidifier le trafic. Les grandes artères de la commune sont pour la plupart occupées par des commerçants et artisans de façon anarchique. La mairie de la commune a échangé avec eux et les a invités à occuper les espaces qui leur sont dédiés. Cela avant le démarrage de l'opération de déguerpissement annoncée pour les jours à venir. Une opération de déguerpissement est annoncée à Bobo. Objectif, assainir les artères de la commune. 175 milliards de francs CFA décaissés dans le cadre du programme d'urgence de la dite commune. Kandia Camara, le maire, exhorte les occupants à plutôt occuper les espaces disponibles qui leur sont dédiés. Ensemble, on va faire les travaux. On vous demande votre part de sacrifice, votre implication. Toutes les femmes qui sont autour de la mairie, il faut que d'ici quelques jours, il n'y ait plus personne là. Conscients du bien fondé de ce projet, commerçants, ferrailleurs, garagistes et autres artisans concernés ont promis d'accompagner l'œuvre d'assainissement de la commune. Nous sommes ravis d'entendre ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mais avec ce qui va se faire là, vraiment ça doit être une fierté pour la commune d'Abobo. Pour tous les programmes que vous avez bien énumérés tout à l'heure, c'est Abobo et Zo, les ferrailleurs également vont s'inscrire dans cette même ligne-là pour que Abobo soit Zo. Les ferrailleurs ne vont pas se mettre en marche. Nous allons vous accompagner, Madame le ministre, soyez rassurés. Nous n'allons pas faire d'obstruction à tout ce que vous avez dit. La commune envisage grand. Selon le maire Kandia Camara, un nouveau marché moderne de 4500 places pour les commerçants, un espace aménagé de 3000 box pour les ferrailleurs et garagistes et un lycée d'excellence devront être construits au grand bonheur des populations. La pluie a fait des dégâts la semaine dernière dans la région du Poro. 3 victimes sont à déplorer, dont un décès à Koni, à 15 km de Korogo, à Mississauga. La forte pluie qui s'est abattue sur l'ensemble de la région du Poro le 2 septembre a malheureusement fait 3 victimes, dont 2 blessés graves et un décès, celui d'un bébé de 3 ans suite à l'effondrement de leur maison dans la localité de Koni, à 15 km de Korogo. Toutes de la même famille, âgées de 3 à 14 ans, les victimes ont été évacuées au centre hospitalier régional de Korogo où elles sont prises en charge. Et ils étaient de l'autre côté, dans l'autre maison, avec les mamans. Et moi, j'étais dans ma maison avec mon oncle. Et maintenant, on a entendu un bruit. Et quand on a entendu le bruit, en même temps, la maison s'est écroulée. La maison est tombée sur les enfants. Le plus jeune était âgé de 3 ans. Nous avons constaté son décès. Certainement, le décès a eu lieu en cours d'évacuation. Le plus âgé avait un traumatisme crânien, mais il était dans un état conscient. Tout comme la petite fille aussi. Elle aussi était consciente, mais seulement elle se plaignait de vives douleurs au niveau de l'abdomen. Il y avait des saignements au niveau de l'abdomen, et ce qui a occasionné de la prendre d'urgence au bloc opératoire pour pouvoir sauver sa vie. Informé du drame, le secrétaire général de la préfecture de Korogo, accompagné du député de la sous-préfecture de Korogo et de la direction régionale du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, au chevet des blessés pour apporter compassion et assistance du gouvernement à la famille. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a appris le drame qui s'est produit à Koni. Et comme le savait en pareille circonstance, il vient toujours apporter un appui à ces personnes en détresse-là. Et à cette occasion-là, le président a apporté au total la somme de 900 000 francs à la famille, 500 000 francs pour les funérailles et puis 400 000 francs pour aider à la prise en charge des personnes blessées. Après les différents soins, les 2 blessés graves sont maintenant hors de danger. Ils pourront rentrer chez eux très bientôt. Et on en arrive au bilan quotidien de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. La courbe n'est pas en baisse. Les consignes restent les mêmes. Respecter les mesures barrières, se faire dépister et vacciner.
103 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ce jour, 193 personnes déclarées guéries et 6 décès enregistrés. 1679 cas actifs de Covid dans le pays, avec 1 459 525 doses de vaccins administrées. La mutuelle en charge du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique se met au numérique. Il s'agit de gérer au mieux ses membres afin de faciliter leur prise en charge. Didier Nguessan. Elle est au service des enseignants et entend améliorer leur protocole de prise en charge sanitaire et sociale. La MUP-MENEPSI, mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, digitalise son système de gestion. Une initiative validée lors de l'Assemblée générale ordinaire de la mutuelle et qui sera mise en œuvre d'ici à 3 mois. C'est vrai, le travail est fait, mais il faut recréer la confiance, mettre tout le monde en mission, pour qu'on puisse réussir ce mandat tranquillement, mais en faisant en sorte que cette mutuelle soit assise financièrement, mais permette un meilleur traitement au niveau de nos adhérents, pour leur donner des prestations de qualité. Les dispositions idoines sont mises en œuvre pour juguler et mettre fin aux cas de fraude ainsi qu'au retard de paiement des prestations. Le conseil d'administration, tous les membres, nous saurons, n'est-ce pas, quand est-ce un mutualiste est allé prester le montant de ses prestations et cela est généré à la fin du mois pour permettre d'être une mutuelle sociale performante. La centaine de délégués et administrateurs de la mutuelle ont passé au peigne fin les tests et révisé certains, notamment les statuts et règlements intérieurs. Cette modernisation du système de gestion et le toilettage des tests jettent de nouvelles bases à la MUP-MENEPSI. Jano Aoussou Kouadio est en mission politique dans le grand centre ivoirien. Son objectif, ratisser large pour le compte de son parti, le RHDP, et il met en avant le bilan du président Alassane Ouattara. Kader Sogodogo. Jano Aoussou Kouadio veut mettre les pendules à l'heure dans le grand centre. Il s'est installé dans l'arène. Le champ politique, il sait y faire germer toutes sortes de graines. Son engagement, mobiliser les populations du grand centre autour d'une cause commune. Le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Sa stratégie, être le plus proche des populations. Jano Aoussou Kouadio les visite chez elle. Nienekro, Agbakro, Bangbassou, dans le Ngban avec Mina Yaokro et Angan Kofikro, les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara restent une motivation pour rejoindre la famille des oufoutistes. C'est maintenant que les choses vont barder. Et je me suis adressé aux parents, leur expliquer pourquoi le RHDP, parce que le temps est au changement, il faut savoir oser changer et que le RHDP, c'est le PDCI nouveau, c'est le PDCI numérique. On a fini avec l'analogie, on est dans le numérique maintenant. Et je souhaite vivement que tous les frères du PDCI-RDA viennent rejoindre le RHDP pour que nous créions ce grand parti. La cause défendue par un de leurs est noble selon les populations qui adhèrent fortement au message. Ce message me va droit au cœur, en ce sens qu'à partir de ce message, certaines incompréhensions seront dissoutes au niveau de Makassé. J'adhère à ce message. Toute la population d'Angan Kofikro adhère à sa décision. Ça veut dire quoi, le RHDP. Prions Dieu en sorte que le RHDP aille devant. À compter d'aujourd'hui, nous vivons pour le RHDP. Dans l'agenda du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, 3000 villages du Grand Centre à visiter. Le temps et l'énergie ne lui feront pas défaut, il a signalé. La Fédération pour la paix universelle prépare son sommet en terre ivoirienne. Ce sera en 2022. Elle mobilise les ambassadeurs de paix. Après le handball, le cap a été mis sur la région d'Unzi pour une sensibilisation sur le thème paix, interdépendance et développement local. Le FEMUA monte sur la scène culturelle. La 13e édition s'est ouverte ce 7 septembre. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo met cette année l'accent sur la coopération Afrique-Europe avec une vingtaine d'artistes programmés. Serge Pakomdidi et Isaïo.
C'est parti pour la 13e édition du Festival de musique urbaine dans le Mambo, FEMUA 13. Ce, après un report dû à la pandémie de Covid-19. Il sera un FEMUA qui va appeler cette jeunesse qui est encore réticente à se faire vacciner. C'est pourquoi des dispositions ont été prises au sein de l'INGS pendant le FEMUA. Le Sénégal se félicite d'être le pays invité d'honneur. Vous offrez au Sénégal, après une première tentative infructueuse de 2020, l'occasion de marquer à la face du monde autant l'importance de cette manifestation de portée internationale que sa solidité des liens multiformes, séculaires, indestructibles unissant nos deux pays frères. Ce FEMUA 13 coïncide avec les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, désormais partenaire institutionnel du festival. Parler des valeurs qui nous ressemblent, qui nous unissent, qui unissent les peuples africains et européens, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais à l'échelle du continent, aussi bien africain que européen. La paix et le développement figurent parmi ces valeurs communes. Sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Pour les autorités ivoiriennes, le FEMUA est une manifestation d'utilité publique. Le FEMUA offre une plateforme unique pour révéler aussi des talents donc, au niveau de cette jeunesse dans le monde culturel, mais surtout pour la dimension qui nous concerne, offre aussi une plateforme qui permet à des jeunes de venir chercher des opportunités en termes de formation, en termes d'insertion. Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu la pose de la première pierre des deux écoles, celle de Vavois et de Tanda. 20 artistes venus de 13 pays du monde entier animeront cette 13e édition du FEMUA. Avant l'ouverture de ce festival, la Fondation Magic System et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont renouvelé leur partenariat par la signature d'une convention qui permet de promouvoir la formation professionnelle. En basketball, les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés à Abidjan après leur brillante participation à l'Afro-Basket. Ils nous ramènent une médaille d'argent. Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Tomber les armes à la main en finale de l'Afro-Basket 2021 à Kigali au Rwanda, les éléphants basketteurs sont de retour à Abidjan. Et c'est dans la liesse populaire que les vice-champions d'Afrique ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Au cours de cet accueil, Paulin Claude Danho a salué les performances des éléphants avant de leur adresser toutes les félicitations de la nation ivoirienne. Au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du gouvernement, au nom de vos frères et sœurs, au nom des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous vous disons bienvenue. Merci pour cette belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatif. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Visiblement émus par cet accueil, les basketteurs ivoiriens, portés en triomphe pour certains, ne cachent pas leur émotion. On pense qu'on a rendu fier la Côte d'Ivoire parce qu'on a fait, parce qu'on a produit comme spectacle. Pour nous, ce n'est pas une médaille d'argent, mais c'est plutôt une médaille d'or. Ça fait plaisir de rentrer au pays. On a fait des Coupes du Monde, on a fait des championnats d'Afrique, mais là, l'accueil est vraiment chaleureux. I'm very happy. Moi, heureux d'être à Abidjan. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien battu. On a fait une bonne compétition. Il est fier de l'accueil qu'on a pu avoir. Il est fier d'être ivoirien. Ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'en plus d'être des coéquipiers, on est tous devenus une famille. Après cette étape, un cocktail leur a été offert par le premier responsable du sport, avant d'être reçu ce mercredi 8 septembre par le Premier ministre Patrick Achi.
L'actualité internationale nous conduit en Guinée. Le Comité national du rassemblement et du développement travaille sur la suppression des postes avancés. Ils avaient été mis en place au moment de la contestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé dans plusieurs quartiers de Conakry afin de faciliter à ce moment-là des interventions rapides des forces de l'ordre et de sécurité. Des négociations sont également en cours pour la libération des prisonniers politiques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est soucieuse de la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022 au Mali. Un scrutin porteur de beaucoup d'espoir. Il est censé ramener les civils au pouvoir dans le pays après 2 coups d'État militaires en une année. Une mission de la CEDEAO a constaté l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective de ce processus électoral. Décès liés à la Covid-19, des chiffres en nette progression en Côte d'Ivoire. Faut-il rendre le vaccin obligatoire dans le pays? La situation sanitaire l'exige-t-elle? Mariem Touré ouvre le débat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil national des droits de l'homme et la société civile. Ce sera tout juste après ce 20h dans le débat. Très bonne fin de soirée à tous.